Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord pour cette belle organisation. Alors, je suis Vincent Renaud, du directeur de projet chez Artelis, et je serai également accompagné pour cette présentation dans la deuxième partie de Manon Fouquet, qui est chef de projet également chez Artelis. Aujourd'hui, on voulait vous présenter un ensemble d'aspects donnés qui entourent le métier de la planification opérationnelle d'une cogénération. Alors, on reviendra sur ces mots un petit peu plus en particulier ensuite. Peut-être en préambule, on a envie de vous dire plein de choses aujourd'hui sur ces aspects, dans un temps assez limité. Du coup, je m'excuse par avance pour les éventuels raccourcis qu'on fera probablement sur les aspects métiers, en espérant quand même que vous puissiez tout suivre correctement. Alors, on va organiser cette courte présentation en 3 temps. D'abord, quelques éléments de contexte sur ce que c'est une cogénération, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis ensuite, en 2 temps, sur d'abord des aspects de prévision dans l'exercice de planification, donc de prévision vraiment orientée pour le planificateur. Je reviendrai sur cet aspect de pour le planificateur. Et ensuite, avec Manon, la partie optimisation qui va se nourrir de ces prévisions pour là aller optimiser notamment les plans de production et la valorisation de l'électricité sur les marchés. Alors on parle ici d'UM, l'usine d'électricité de Metz. De quoi on parle? On parle du réseau de chaleur notamment de Metz, qui est un gros réseau de chaleur en France, et du producteur principal, en fait, l'unique producteur de chaleur de ce réseau, qui fonctionne déjà depuis un moment sur le principe de la cogénération. Donc maintenant on reviendra un peu plus en détail sur la physique très rapide de la cogénération. Pour commencer, ce que je peux en dire, c'est dans cogénération, il y a génération, donc on va produire de l'énergie. Et puis il y a puisqu'on va produire conjointement de la chaleur d'une part pour le réseau de chaleur et de l'électricité d'autre part, qui elle va être valorisée essentiellement sur les marchés. C'est un mécanisme qui est très intéressant parce qu'il présente un rendement énergétique très grand, de l'ordre de 80%, bien supérieur aux autres unités de production pour produire de la chaleur notamment. En revanche, ça introduit notamment un certain nombre de complexités pour gérer à la fois les aspects production de chaleur, satisfaire la demande, et puis d'autre part valoriser l'électricité qu'on va produire conjointement. Donc vous pouvez avoir une représentation ici schématique d'un réseau de chaleur. Donc principalement on va aller connecter les établissements publics des gros consommateurs tertiaires industriels et puis quelques résidentiels. Et puis vous pouvez aussi voir ce qui n'est pas la cogénération de Metz, qui est l'usine biomasse toute récente, qui elle permet de faire du renouvelable, donc d'augmenter la part de renouvelable dans le mix énergétique. Sur la suite de l'exposé, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter d'abord des questions de prévision pour optimiser les plans de production du jour pour le lendemain. Donc on est sur la prévision court terme. On va avoir besoin d'un certain nombre de prévisions, notamment la prévision de la demande en chaleur, et on va centrer justement le discours sur ce qu'est cette demande en chaleur. Et puis d'autre part, de la prévision de prix de l'électricité et puis même de génération de scénarios de prix que j'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui, ici pour valoriser l'électricité qui va être conjointement produite. Puis Manon ensuite vous présentera la façon dont on utilise ces prévisions pour aller optimiser le plan de production du jour pour le lendemain, en prenant en compte tout un ensemble de contraintes techniques, et comment on va aller valoriser au mieux l'électricité cogénérée. Donc prévoir la demande en chaleur pour le planificateur. Sur cette présentation, j'avais envie de mettre en avant un aspect de la modélisation qui est complètement invisible à partir du moment où l'algorithme passe en production et puis qu'on suit en opérationnel des prévisions, qui est celui de la préparation, non pas de la préparation des données, de nettoyage de données, de mise en cohérence, mais vraiment de s'intéresser à ce qu'on va vouloir prédire pour l'opérationnel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut prédire justement? Alors on parle de demande en chaleur, qu'est-ce que cette demande en chaleur? Et c'est vraiment une question qu'on aurait bien aimé se poser plus tôt dans l'étude, ça nous aurait évité quelques migraines, mais qui en fait, à attaquer frontalement, est un petit peu plus difficile. Donc je vais faire un petit détour en prenant la question un peu dans l'autre sens et en essayant de procéder par élimination. Donc qu'est-ce que typiquement n'est pas la demande en chaleur, et ce qu'on pourrait imaginer? D'une part, la demande en chaleur, ce n'est pas la production de chaleur, donc ce n'est pas ce qui sort de la centrale de production.
pour un ensemble de raisons, essentiellement cette production de chaleur, et là quand on regarde d'un point de vue mathématique la série temporelle qui représente cette production de chaleur, elle va embarquer un ensemble d'événements qui sont souhaitables et souhaités, mais par contre qu'on ne veut pas prendre en compte pour la modélisation. Alors je reviendrai en illustrant ces points sur des graphiques essentiellement, mais on peut déjà parler de pilotage, et de pilotage face à des situations de marché. Alors les réseaux de chaleur, de façon générale, on présente des caractéristiques un peu particulières qui sont, d'un point de vue, un effet de retard d'abord. Typiquement, l'eau des pâtes, elle ne bout pas instantanément. De la même façon, pour chauffer le réseau de chaleur et apporter de la chaleur, il faut un petit peu de temps. Et d'autre part, ensuite, une capacité de stockage qui est associée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a chauffé le réseau de chaleur, on va pouvoir se baser sur cette température un certain moment pour satisfaire les consommations des clients. Donc on va avoir des mécanismes de pilotage par anticipation. On va surchauffer le réseau à un moment donné, typiquement parce qu'à ce moment-là, l'électricité est chère et donc on va vouloir produire de l'électricité en même temps. Et puis utiliser le stockage de l'électricité pour ensuite sous-produire tout en satisfaisant une demande qui est toujours à définir. Puis je reviendrai sur la production fatale ensuite. C'est pas non plus ce qu'on a au bout de la chaîne, c'est-à-dire la consommation des clients du parc. Aussi pour une caractéristique, bon alors de tous les réseaux, mais en particulier des réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'un réseau, globalement, que ce soit d'électricité, de gaz un peu moins, mais en particulier de chaleur, ça consomme essentiellement des pertes, donc là des pertes thermiques dans le réseau. Et ça, c'est quelque chose que la centrale doit fournir. Donc finalement, on a un réseau qui est un utilisateur en lui-même. On va avancer donc sur cette question de définir cette demande en chaleur, et puis par exemple en la prenant à partir des données, on y arrive donc aux données. De quoi on dispose dans cet exercice? On va disposer de données assez précises au niveau de la production, c'est-à-dire une chronique au pas de temps 10 minutes, donc très fin, de la production de chaleur en sortie de centrale, donc ce qui est injecté dans le réseau. Et puis on va disposer aussi de données au niveau des consommateurs du parc, avec un échantillon de consommation qui sont télérelevés également au niveau 10 minutes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça représente la majeure partie de l'énergie consommée. Donc on va faire confiance essentiellement à la forme de cette consommation télérelevée. Et enfin, pour se donner une donnée sur l'ensemble du parc, on va avoir des relèves mensuels de consommation, comme pour l'électricité, comme pour le gaz, qui servent essentiellement à la facturation. Et ces deux derniers éléments sur la consommation nous permettent de construire un premier proxy de la consommation des clients du parc, donc toujours pas la demande en chaleur, mais on avance un petit peu, qui est essentiellement donc ce profil de consommation télérelevée auquel on fait confiance pour représenter le parc dans la journée, remis à l'échelle des consommations mensuelles pour avoir un bon niveau d'énergie également. Et maintenant, je peux illustrer un petit peu tous ces propos sur quelques graphiques. Toujours la même question, qu'est-ce que n'est pas la demande en chaleur? Donc à l'écran, on n'a pas la demande en chaleur encore, mais je pense que dans la slide suivante, on l'a. Sur quelques illustrations. Sur le graphique de gauche, vous avez sur une année, au pas de temps 10 minutes, horaire, pardon, probablement. La production en rouge, la consommation reconstituée, le proxy qu'on vient de construire en bleu. Le premier constat, on a la production qui est bien supérieure à la consommation de façon générale. Ici, on a les pertes du réseau. Et puis, je peux revenir sur le pilotage que vous avez en bas à droite, typiquement. Donc en bas à droite, on a au pas de temps horaire toujours 3 journées sur lesquelles on fait un zoom. Donc c'est des journées d'octobre. Toujours en bleu, la consommation reconstituée. En rouge, la production. Et on peut s'intéresser notamment, il y a un pointeur dessus, à cette première journée, pardon, où on va par anticipation aller surchauffer le réseau ici. Donc bien trop par rapport à la consommation. Pour ensuite capitaliser sur le stockage de l'énergie dans le réseau et produire beaucoup moins. Et donc ça illustre bien ce que je présentais au tout début de pilotage. Les raisons exactes ici, est-ce que c'est de la gestion de l'usine ou vraiment une situation de marché favorable à 6 h du matin où on a voulu produire beaucoup de chaleur parce que en même temps on allait produire beaucoup d'électricité pour la vendre. On ne sait pas trop, mais en tout cas on a ces événements ici. Et puis juste au-dessus, bon, très rapidement, la production de chaleur, il y a de la cogénération, il y a de la biomasse et il y a des unités de valorisation de l'énergie à partir des déchets ménagers. Donc, essentiellement, on brûle des déchets. Et
en été notamment, les déchets, il faut quand même les brûler parce qu'on n'a pas trop envie de les garder à l'air libre. Et de temps en temps, on a ces effets où finalement la production ne suit pas du tout le profil de la consommation, avec essentiellement des unités de valorisation qui sont démarrées ou arrêtées suivant encore une sorte de pilotage. Et on revient du coup à la question initiale à laquelle on va répondre. Qu'est-ce que la demande en chaleur et finalement quelle est la quantité qu'on va prévoir? Ce qu'on veut prévoir du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est la quantité d'énergie que le planificateur doit injecter dans le réseau pour satisfaire toute la demande étant évidemment la consommation des clients du parc, mais aussi cette consommation du client fictif qu'est le réseau. Et pour ça, on peut se proposer de construire la grandeur qu'on va appeler du coup à produire, qui est une grandeur fictive, mais qui est finalement celle qui se rapproche le plus de l'objectif opérationnel du planificateur, qui va être de prendre cette consommation télérelevée totale, donc encore une fois le profil de consommation auquel on fait confiance, et de le remettre au niveau de la production journalière cette fois. Les volumes journaliers, on les a. Et comment on peut commencer à déduire ça? On l'a vu sur les graphiques précédents. Essentiellement, les mécanismes de pilotage et puis les ajustements marchés se compensent sur quelques heures. On l'a vu, on surproduit puis on sous-produit, et puis en moyenne, sur les heures sur lesquelles ça s'est passé, on est sur un niveau qui se met assez en face de ce qu'il faudrait fournir au réseau et aux consommateurs. D'une part, et alors ça n'adresse pas les mécanismes de pilotage en été notamment de déchets, mais là on botte en touche en disant c'est moins grave en été parce que typiquement la cogénération elle ne fonctionne pas en été, donc on n'a pas à valoriser de l'électricité en été, et on s'en satisfait comme ça. Donc dans la suite, donc là on peut illustrer rapidement cette construction c'était du verre au début, de cette quantité à produire qui est construite en remettant au niveau de la production journalière les consommations télérelevées, et où on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus au profil de consommation, évidemment, on a tout fait pour, et qui est nettoyé des effets de pilotage finalement. Je me décale progressivement, pardon. Pardon. Dans la suite, finalement, c'était important pour moi de vous présenter cet aspect-là, donc comme je disais, qu'on ne voit pas trop, qu'on a tendance à oublier et qui, en pratique, nous a occupé la majeure partie du temps de cette étude initiale. Dans la suite, je vais quand même vous donner quelques éléments sur une fois qu'on a cette quantité à produire, bon, dont on est satisfait, pour représenter ce dont a besoin le planificateur. Quelles sont les variables déterminantes de cette quantité, et quels sont les choix de modélisation particuliers qu'on a fait et pourquoi. Donc très rapidement, on peut se proposer de regarder déjà les effets calendaires. Donc graphiquement ici, on va le voir bien. Alors qu'est-ce qu'on a à l'écran ici? On a 12 graphiques pour les 12 mois de l'année. Puis sur chaque graphique, on va regarder le profil horaire de la consommation. Donc la journée type par mois de l'année. Et on constate, donc on a la conservation des échelles, donc tout est comparable ici, que en volume d'une part et même en profil d'autre part, on a un effet saisonnier très important. Donc un effet saisonnier qu'on va prendre en compte. De la même façon, cet effet ici mensuel, donc au cours de l'année, on va le voir sur les jours de la semaine. Donc dans le même esprit, en haut, vous avez 7 graphiques pour 7 jours de la semaine, et où on va regarder le profil horaire de cette quantité à produire sur ces 7 jours de la semaine, avec une classique opposition assez forte entre la semaine et le week-end. Et enfin, évidemment, production de chaleur, chauffage, donc température froide a priori dehors, une thermosensibilité forte, avec, bon, on reste en série temporelle à gauche, avec un choix de couleur probablement discutable, puisqu'en rouge maintenant c'est le à produire, qui était vert avant, et la température en jaune, donc avec des variations très corrélées, et puis de façon plus classique, on peut les observer avec ce graphe de la quantité à produire, de la puissance à produire en fonction de la température, où on voit bien ce gradient de température assez net apparaître, et donc encore une fois un effet qu'on va vouloir capter dans la modélisation. Et enfin sur les choix du modèle, on est ici sur un modèle entièrement paramétrique, de la famille des modèles additifs généralisés, ou GAM pour l'acronyme en anglais versé. Pour deux principales raisons. Bon, déjà, c'est un modèle qui présente de très bonnes performances. Et en particulier, on l'a vu sur les difficultés dans la précédente présentation, difficultés d'adoption et d'utilisation en opérationnel de modèles.
Ici, on est sur un modèle qui présente un grand pouvoir explicatif pour lequel on va avoir l'impact marginal de chacune des variables, et on l'illustrera juste après, qui est complètement transparent sur la quantité à prédire. Et puis les variables explicatives, donc, qui sont totalement classiques et auxquelles on s'attend avec les graphes précédents, qui sont des variables calendaires, parmi celles-ci. Des variables de température, donc on va utiliser les prévisions de température pour le jour suivant, et je le rappelle, on est dans de la prévision en DES, donc du jour pour le lendemain, et puis les réaliser des températures jusqu'au jour de prévision. Et de la même façon, on va étudier, donc on est en court terme, donc on peut utiliser la quantité à prédire sur le réalisé sur les jours précédents, qu'on va inclure. Très rapidement, en le disant un petit peu avec les mains, les modèles additifs généralisés se basent sur le principe des splines de régression pénalisés. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Essentiellement, on va utiliser des fonctions régulières pour modéliser l'effet des différentes variables explicatives. Et on entend régulière dans le sens où ça va être essentiellement des polynômes par morceau bien collés. Et on va contrôler cette régularité, donc on ne veut pas surapprendre, hein, de façon générale, on veut faire attention au surapprentissage ici. Et pour ne pas surapprendre, on va pénaliser une pénalité L2 sur la dérivée seconde. Qu'est-ce que ça veut dire moralement? Ça veut dire qu'on va pénaliser les splines, donc ces fonctions qui vont modéliser chaque variable, dans la mesure où elles s'éloignent d'une droite. Donc cette pénalité, si on la met très grande, en gros on obtient des droites. D'un point de vue technique, aujourd'hui, c'est un avis personnel, mais bon, pas que je pense, il y a un unique package qui fait le tout, c'est le package, en R, qui s'appelle MGCV, et qui a été développé entièrement par Simon Wood, à l'université de Bristol. Et pour conclure sur cette transparence des effets marginaux, on peut, en mettant dans un modèle très simple, où on va inclure uniquement 3 variables, qui seraient le temps dans l'année, le jour de l'année, enfin oui, l'heure de l'année, disons, la production réalisée le jour même, ou la veille, et puis la température. Regardez ici les sorties du modèle. Donc on va avoir ici l'effet marginal de chacune. La prévision, c'est la somme de ces 3 courbes, quand on prend en compte ces 3 variables. Et on retrouve ici, alors un petit peu écrasé, mais le profil annuel, avec en hiver plus de consommation qu'en été. Une production qui a un effet quasiment linéaire, ça semble assez pertinent de se dire que si hier on a beaucoup produit, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui on va beaucoup produire. Ce serait d'ailleurs un premier modèle de prévision. Et enfin, on retrouve bien le gradient de température qu'on voyait ici sur le nuage de points précédemment. Et on obtient ici donc une prévision qui déjà là est tout à fait honnête en termes de performance, qui est la somme de ces trois quantités. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces prévisions, il faut en faire quelque chose. Donc on ne fait pas de la prévision pour la beauté de la prévision, on le fait essentiellement ici pour, donc je remets dans le contexte, aller optimiser les plans de production d'une part pour satisfaire cette demande en chaleur qu'on a définie, puis d'autre part, valoriser l'électricité cogénérée. Et pour ce dernier point, je laisse la parole à ma collègue Manon. Oui. Alors une fois qu'on est arrivé à cette étape, en réalité, c'est uniquement en fait une donnée d'entrée par rapport au problème initial du EM, qui était de disposer d'un outil pour l'aider dans sa planification opérationnelle. Donc alors pourquoi besoin d'un outil d'aide à la décision? Tout d'abord parce que une centrale de cogénération, surtout dans le cas du EM, c'est un système complexe. Par exemple, donc, pour produire la chaleur et l'électricité, que j'ai représenté par la petite flamme et la petite prise de courant, il y a en tout au moins une quinzaine d'équipements majeurs dans la centrale. Donc on a parlé de la cogénération, mais de l'unité de biomasse et aussi d'unités de production fatale qui intervenaient dans la prévision de la demande en chaleur. Pour réussir à mettre en place une démarche d'optimisation sur un plan de production, donc on a tout d'abord besoin d'avoir un modèle qui représente le fonctionnement de cette installation. C'est aussi, les aspects économiques sont importants parce que c'est donc un exploitant qui va réaliser des gains ou des pertes en fonction de la façon dont il exploite sa centrale. Du coup, on va avoir besoin d'un modèle technico-économique, donc technique avec les différents équipements dont je viens de vous parler,
et également économique, puisque la centrale va devoir s'approvisionner sur différents combustibles à des coûts différents et revendre son électricité en particulier sur des marchés dont le prix va varier dans le temps. Et donc il y a une dimension temporelle qui va intervenir dans ce problème et qu'il va falloir modéliser. Alors on parle de cogénération depuis le début, donc c'est quelque chose qui produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Mais concrètement, donc c'est pas si simple. Donc je vous prends un exemple ici donc sur la centrale d'UM qui est la cogénération à l'aide à la cogénération gaz. Donc on voit ici donc il va y avoir plusieurs équipements qui produisent de la chaleur, plusieurs de l'électricité. Le point de départ donc c'est le combustible qui va être ici du gaz qu'on va brûler dans une turbine à combustion qui donc cette chaleur de combustion va être convertie d'une part en électricité. Mais les fumées, quand elles vont sortir de cette turbine, seront encore à une chaleur suffisante pour qu'on puisse en exploiter la chaleur. Donc on va utiliser pour ça ce qu'on appelle une chaudière de récupération qui va produire de la vapeur à différents niveaux de pression. Donc on va avoir d'une part une autre valorisation d'électricité dans une turbine à vapeur qu'on voit. C'était le pointeur que je voulais. C'est ici. Bon, c'est pas très grave. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est une turbine à vapeur donc, qui va utiliser une partie de la vapeur produite pour de nouveau générer de l'électricité et en sortie de laquelle il y aura encore de la chaleur résiduelle qu'on va cette fois-ci envoyer dans le réseau de chaleur au travers d'échangeurs. Donc voilà, donc c'est pas si simple, il y a plusieurs équipements qui interviennent dans cette production de chaleur et d'électricité. Et une fois qu'on a donc ce schéma de principe, on en arrive à comment je vais utiliser ce schéma de principe, mais avec des données qui représentent vraiment mon installation. Donc là, on en arrive à de quelles données je dispose également pour construire mon modèle. Alors il y a beaucoup de sources de données qui sont disponibles. On va avoir des données télérelevées au pas de temps 10 minutes dans diverses unités, des schémas techniques des différentes unités, des schémas de fonctionnement où là on va commencer à comprendre l'enchaînement des différentes énergies dans le système et aussi donc pour certains des équipements qui sont un peu plus anciens des PDF avec des diagrammes des points de fonctionnement qu'on va devoir donc agréger pour former un modèle unifié qui représentera le fonctionnement de l'installation. Donc pour ce problème, on a utilisé donc un paradigme de modélisation qui est la programmation linéaire en nombre entier. C'est-à-dire que donc, toutes les équations dans notre modèle vont devoir être soit linéaires ou faire également intervenir certains états extraits au moyen de variables entières. Alors pour ce qui est des aspects continus, donc là comme il s'agit d'un système physique, on va avoir tout ce qui est les équations de conservation de l'énergie, de la masse, les bilans de matière et les rendements de conversion entre les différentes énergies. Par exemple, donc pour la turbine à vapeur dont je parlais précédemment, donc on a dû convertir les points de fonctionnement issus des données techniques en un modèle linéarisé. Et on se base dans le logiciel qu'on a développé sur une modélisation qu'on appelle orientée objet, où on va pouvoir connecter ensemble des composants qui sont chacun décrits par leurs équations de fonctionnement. Donc là, pour ce qu'on représente ici, c'est le cycle combiné gaz que j'ai présenté juste avant dans l'outil. Il y a aussi des aspects discrets, donc je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais la centrale a différents modes de fonctionnement dans lesquels les équations vont changer. Par exemple, un état on où là c'est le fonctionnement standard et un état off où la centrale ne produit rien. Et donc selon les modes, on va pouvoir aussi modéliser ça grâce à la programmation linéaire en nombre entier. Alors, une fois qu'on a obtenu ce beau modèle, on n'est toujours pas arrivé à la question qui est qu'est-ce que l'exploitant veut vraiment optimiser. Donc, dans le cadre du UM, la demande était assez claire. Donc, pour eux, satisfaire la demande en chaleur, c'est vraiment une contrainte. C'est cela pourquoi ils sont ici. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment venir en entrée dans notre modèle. Et après, par contre, il y a des leviers qui permettent d'optimiser le système. Typiquement, je parlais tout à l'heure de la revente de l'électricité sur les marchés. Donc ça, c'est un gain net pour UM. Voilà, donc son objectif est de minimiser le coût, c'est-à-dire minimiser ses achats de combustible, moins les ventes qu'il va obtenir de la vente d'électricité. Et une autre demande qui était formulée, c'était que les plans de production qui soient fournis soient suffisamment robustes aux aléas.
que selon les réalisations des incertitudes, on ne perd pas de l'argent dans un cas et on en gagne énormément dans l'autre, typiquement. Alors je vais venir maintenant sur la façon dont UM peut donc avoir des gains sur les marchés de l'électricité. Alors le principal marché sur lequel il y a de la flexibilité, c'est le marché, ce qu'on appelle DE-Aid. Donc chaque jour, on va vendre pour le lendemain une certaine quantité d'électricité au marché à un certain prix pour chaque heure de la journée. Il y a plusieurs façons de soumettre des offres sur ce marché. La première, c'est heure par heure de dire à tel prix, je suis prêt à produire telle quantité. Et selon le prix de marché, on sera accepté pour un certain volume. Dans le cadre d'UM, ce n'est pas tout à fait cohérent avec leur façon de fonctionner, parce que par exemple, si une unité est démarrée pendant une heure donnée, elle doit le rester pendant plusieurs heures. Et le fait d'avoir donc ces décisions heure par heure, ça peut poser quelques problèmes. La deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des offres blocs, c'est-à-dire qu'on va proposer des blocs d'énergie sur une durée donnée, qui pourrait correspondre par exemple à tel équipement a été démarré et je vais le mettre en vente à tel prix sur l'ensemble de la journée, ce qui est représenté en haut. Donc UM peut ainsi proposer plusieurs plans de production. C'est donc le problème d'optimisation, c'est donc celui-ci, c'est quels différents plans de production je peux proposer et à quel prix sur le marché, sachant que dans certains cas, je peux proposer uniquement que certains équipements soient démarrés, dans d'autres, l'ensemble des équipements, mais à un prix potentiellement plus élevé. Donc le planificateur, une fois qu'il a soumis ses ordres sur le marché, donc le prix va se réaliser et il va connaître quels volumes ont été acceptés sur l'ensemble de la journée. Donc il n'a plus seulement une demande de chaleur à satisfaire, mais aussi une demande en électricité qui lui vient du marché. Et il va à ce moment-là réaliser son plan de production, c'est-à-dire déterminer quels équipements vont être démarrés et leur niveau de production. C'est un processus qui va se répéter tous les jours, c'est-à-dire que le lendemain, le planificateur doit de nouveau collecter toutes les données du jour en cours, refaire ses offres, attendre le résultat du marché et réaliser le plan de production définitif. Alors, je vous ai présenté un des processus. En réalité, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, UM vend aussi sa flexibilité à la hausse et à la baisse. Si, par exemple, tous les équipements ne sont pas démarrés à leur puissance maximale, il peut aussi offrir une flexibilité à la hausse pour le gestionnaire de réseau afin de s'adapter dans les cas où, par exemple, il y aurait un manque d'électricité sur le réseau. Donc tout ça pour dire que le planificateur, en fait, il a beaucoup de travail et que c'est un travail qui est assez difficile, mais qui se répète de jour en jour. Donc on a essayé de développer un mécanisme d'abstraction en fait, qui est celui de processus opérationnel où toutes les étapes suivantes vont se dérouler pour chacun des processus de décision. Donc dans une première partie, on aura un import des données d'entrée qui contient notamment la phase de prévision de la demande du jour pour le lendemain, qu'on va instancier dans le modèle, c'est-à-dire utiliser le modèle mais avec les données du jour. Mettre en place un mécanisme d'optimisation qui correspond à la question qu'on se pose, par exemple fournir des offres sur le marché ou définir le plan de production. Et une fois que l'optimisation a fourni ses résultats, la question c'est toujours la même, c'est l'utilisateur doit quand même avoir une validation pour être certain que le logiciel n'a pas causé des plans de production infaisables. Donc il y a pour cela des vues d'analyse qui lui permettent de se dire ok, ça me paraît cohérent, je valide ce plan de production, je soumets les offres au marché. Et on peut aussi par là même automatiser l'export des résultats. Donc ici, directement exporter au format demandé par le marché les offres proposées. Voilà, donc tout ça pour conclure sur le fait que donc, ce mécanisme donc, a été mis en place dans la centrale d'UM depuis 2018 et donc ils utilisent depuis là le logiciel développé pour optimiser leur plan de production et les offres faites sur le marché. Et je pense que ça conclut notre présentation, voilà. Donc ça a été assez bref, donc si on sera ravis de répondre à vos questions, voilà, s'il y en a sur le. On s'est probablement mis une contrainte de temps un peu trop forte sur le problème d'optimisation. Donc n'hésitez pas à poser des questions et on pourra du coup développer un petit peu plus.
Bonjour. Voilà. J'ai vu à un moment donné de votre présentation, il y avait énormément de formats différents concernant les relevés. Alors, je n'ai pas tout compris, mais à un moment donné, vous êtes obligé, pour les rentrer dans le modèle, de pouvoir les traiter. C'est ce qui m'intéresserait. Enfin, je ne sais pas si on peut développer ou pas. Parce que, voilà, ce sont des indicateurs qui arrivent de différentes cellules, de ce que je comprends. Donc, voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'était plus sur la partie modèle ou sur la partie prévision. Sur les flux de données entrants, quoi, du coup. Sur les flux de données entrants et sur le traitement des données de flux entrants. On peut répondre pour les deux, ouais. Donc, sur la partie du modèle physique, donc effectivement, donc ça c'était un peu un problème compliqué parce que les données ne sont pas forcément cohérentes entre ce qu'on va recevoir des données de mesure, des fiches techniques qui ont été calibrées pour un point de fonctionnement de l'installation au moment où elle a été livrée. Donc c'est souvent un peu l'art du compromis, là où on va essayer de coller au mieux, de proposer quelque chose. Donc il y a beaucoup d'itérations en fait, qui ont été faites avec l'exploitant pour lui dire bah voilà, le logiciel à l'heure actuelle, il vous produit tel type de plan de fonctionnement. Est-ce que ça vous semble correct par rapport au fonctionnement que vous connaissez très bien? Et donc là, on a eu beaucoup de retours. Ah ben non, mais telle installation ne peut pas être démarrée en tant que tel-ci. Donc en fait, on présente un résultat final ici, mais c'est un processus qui est vraiment itératif avec l'expertise des personnes qui ont l'habitude de travailler sur le système web. Sur la partie prévision, de ma compréhension de la question, en opérationnel, donc, il y a à récupérer tous les jours un ensemble de données qui sont d'une part les données de production. Alors là, c'est assez simple parce que ce sont vraiment les données de l'opérateur qu'il connaît très bien et qu'il nous met à disposition sur des formats exploitables facilement. Et puis un autre problème qui lui est un petit peu plus difficile, qui est celui d'exploiter les données des télérelèves, où là on va avoir donc des compteurs communicants, hein, la même chose que Linky pour l'électricité typiquement, qui vont rapporter à des intervalles réguliers, mais pas de façon synchrone, donc de façon asynchrone, les données de télérelève au pas de temps 10 minutes pour la journée écoulée. Donc ça, on a une base de données qui est alimentée avec plein d'erreurs. Donc bon, ça c'est le lot commun du traitement des données opérationnelles. Et donc là ce qu'on a fait, c'est un ensemble d'informations aussi pour chaque client, typiquement une puissance souscrite, qui permet d'appliquer en opérationnel un traitement de mise en cohérence des données qui a été calibré avec UEM pour aller corriger d'une part les données qui semblent corrigeables, donc une erreur vraisemblable de mesure, un dépassement bien trop grand de la puissance souscrite, où on va aller lisser la courbe pour le dire généralement, ou le fait de ne pas utiliser la courbe du tout dans le calcul de la consommation totale. Si on juge que justement la correction elle est pas possible avec une qualité suffisante. Donc il y a effectivement en production un ensemble de traitements qui s'appliquent chaque jour sur les données qu'on remonte pour s'assurer de la qualité, d'une qualité suffisante de la donnée qu'on exploite, notamment pour la prévision, s'assurer que on prévoit vraiment ce qu'on a envie de prévoir. Merci pour cette présentation. Elle touche forcément notre côté écologique, plus ou moins développé chez les gens. Deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous exploitez à fond l'open data dans vos études? Et deuxièmement, quels seraient les secteurs d'activité que vous souhaiteriez stimuler encore plus pour ouvrir des données qui pourraient vous servir dans vos calculs? Alors pour la première partie, oui et non. Alors d'abord le non, c'est-à-dire qu'ici on a uniquement des données disons privées, que ce soit la production ou les télérelèves. Là on touche à des données individuelles, hein, donc exploitables uniquement par l'opérateur dans ce contexte. Même les prévisions météo, c'est pas de l'open data non plus. Et oui, pour le reste de nos activités liées
à la planification énergétique de façon générale. Et pour la deuxième partie de questions très intéressantes, on va quand même vers une ouverture générale dans les limites de respect des données à caractère personnel, des données de consommation multi-énergie, donc là je parle du gaz, de la chaleur ou de l'électricité, à des mailles de plus en plus fines. Aujourd'hui, ce qui est disponible et mis à disposition par les distributeurs en open data sont notamment des données à la maille iris. Donc la maille iris, c'est une maille géographique qui représente environ 2000 personnes. Et où là, on va avoir des données de consommation réelles à cette maille-là. Et puis, dans le cadre de la loi 179, probablement, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, on a, dans le cadre d'exercices d'application de la compétence territoriale, par exemple les métropoles sur la compétence de l'énergie, une mise à disposition encore plus précise possible de ces données. Alors bon, on ne parle plus d'open data, mais quand même une ouverture des données dans un grand nombre de cas de figure à des mailles encore plus fines. Donc à la maille typiquement adresse, et là avec une nécessité de points d'agrégation suffisante pour respecter encore une fois ces données à caractère confidentiel. Donc dans ce secteur, dans le secteur de l'énergie et de la consommation, cette ouverture, c'est vraiment quelque chose qui favorise énormément l'exploitation, avec une nécessité de quand même, à des mailles si fines, de corriger et d'appliquer un certain nombre de traitements de mise en cohérence des données, mais qui permet de faire de plus en plus de choses, et de plus en plus de choses fines, qui du coup ont un impact fort. Alors vous avez parlé de la sensibilité écologique de chacun, qui vont avoir là un impact fort pour aller estimer des scénarios prospectifs de développement, par exemple, des énergies renouvelables, et d'estimer leur impact sur le mix énergétique, et puis sur la vie des gens, c'est-à-dire combien ils vont payer leur énergie si je mets que des panneaux solaires. Et puis évidemment, bon, est-ce que les contraintes techniques que ça impliquera. Donc dans ce secteur, une réponse un petit peu longue, donc que je reprends. Dans ce secteur de l'énergie et des données de consommation multi-énergie, on sort de la chaleur, hein, ces ouvertures de données massives, en particulier de ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les gestionnaires de réseau, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous et en fait pour tout le monde. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question plus relative au modèle de prévision en fait. De ce que je comprends, le réseau de distribution de chaleur, du coup il est fixe plus ou moins quoi. Enfin, et qu'est-ce qui se passe s'il change, c'est-à-dire s'il y a une partie du réseau de distribution qui est obsolète, qui disparaît, ou à l'inverse s'il y a une nouvelle branche qui est construite par exemple, qui va changer sa taille considérablement. Est-ce que c'est des choses que vous devez imaginer en fait pour la prévision et comment le faire, ou alors est-ce que c'est à des échelles de temps qui ne concernent pas vraiment du coup la prévision, enfin voilà. Merci beaucoup pour cette question et en fait l'ensemble des réponses à peu près. Donc l'exercice de prévision, il est fait indépendamment du réseau. Vous avez vu, on prévoit un point, c'est-à-dire le point de sortie central. Du coup, ce qu'on voit du réseau, c'est juste de la consommation. Mais la question se pose, donc topologie du réseau, on ne la voit pas. C'est une question qui est très intéressante. Typiquement, aller prédire la consommation en différents points du réseau, très intéressante, mais extrêmement difficile et un exercice à part entière. Du coup, la question se pose quand même au niveau juste de la consommation, celle qu'on voit, et de sa tendance. Les échelles de temps sont quand même suffisamment grands pour que dans une année donnée, sur un modèle calibré, on n'ait pas des variations qui mettent le modèle dans les choux, pour le dire comme c'est. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'on applique des recalibrations du modèle à intervalles réguliers pour s'assurer qu'on prend en compte typiquement les nouveaux abonnements. En particulier, donc réseau de chaleur, je l'ai dit rapidement au début, on est beaucoup sur des gros consommateurs, donc tous les bâtiments qui appartiennent à la ville. Donc il y avait les stades de sport, les écoles, les gymnases, les piscines. Et un consommateur, et puis des industries, un consommateur qui se rajoute, ça peut faire une grosse différence à lui seul. Et dans ce cas-là, on est de toute façon sur un système de monitoring de la performance. Et dans ces cas-là, sur les nouveaux raccordements, on procède à des recalibrations
qui suffisent en fait. Donc pas besoin de modélisation de la tendance, mais juste d'appliquer des recalibrations régulières. Bonjour et merci pour cette présentation. Moi j'aurais deux questions. La première concerne le choix de votre modèle, un modèle est toujours imparfait. Qu'est-ce qui vous a orienté vers celui-là précisément? Est-ce que vous avez cherché à le comparer à d'autres modèles, et pas juste en termes de performance, mais en termes d'énergie investie dedans et d'industrialisation? Je poserai la deuxième après, si ça vous gêne pas. Merci beaucoup pour cette question très pertinente encore. Il y avait un élément de réponse important dans les slides qui est le grand pouvoir explicatif du modèle. Donc l'impact marginal de chaque variable, on voit exactement ce qui se passe. On voit même à un instant donné quelle est la contribution marginale de la température à la prévision. Et ça, pour les discussions, on avait, bon, je l'ai laissé un peu transparaître, on a pas mal sué pour construire ce à produire. Que ce soit avec les données ou comprendre exactement qu'est-ce qui est important. Dans ces discussions, on s'est notamment rendu compte que le fait que cette compréhension soit partagée par les opérateurs et par on en revient toujours à la même question, hein, de l'adhésion du client et là de l'opérateur, c'était primordial pour que son utilisation en opérationnel soit faite avec confiance. Donc ça, c'est un gros choix. Et puis de façon plus générale, pour la prévision énergétique, et là je parle donc de séries temporelles, de consommation, production, de prix dans l'énergie, c'est des modèles qui sont beaucoup utilisés et donc qu'on connaît bien. Donc évidemment, les modèles qu'on connaît bien, on a tendance à les utiliser. Et pour la dernière partie de questions, là-dessus, il y a des modèles plutôt, et en particulier qu'on a testé complètement black-noir, de réseaux de neurones récurrents, qui vont garder la mémoire long terme pour s'assurer qu'on garde bien la tendance tout en apprenant le court terme, qui sont intéressants et au niveau des performances, qui ont des performances assez complémentaires des gammes, donc sur des modèles experts, donc des mixtures de ces modèles qui pourraient être intéressants, mais où là on perd cette capacité à expliquer, avec un gain de performance qui est réel, mais pas nécessairement justifié pour le mettre en production typiquement. Ok, merci. Et donc ma deuxième question qui n'a presque rien à voir. L'usine, elle consomme de l'énergie. Alors, est-ce que vous réimplantez l'électricité et la chaleur que vous produisez dans les différents process? Et est-ce que vous avez cherché à optimiser aussi cette partie de quand vous surproduisez dans un domaine, est-ce que vous pouvez réutiliser et réoptimiser cette énergie? Alors, bon, il y a une chose, donc il y a effectivement de l'autoconsommation en électricité sur le site. Donc ça, c'est modélisé, c'est pris en compte. Après, on cherche en général à pas surproduire. C'est justement, les équipements peuvent s'adapter justement pour répondre assez précisément à la demande à un instant T. Donc il n'y a pas vraiment de surproduction sur le site. Et après, par contre, il y a des contraintes. Donc, on va typiquement essayer d'utiliser la centrale biomasse en priorité. Ça, c'est parce que aussi, donc, ils vont, en fonction des contrats de rachat qui vont être subventionnés, parce que il y a moins de CO2 qui va être émis quand le combustible est propre. Donc ça, c'est des choses qui vont être prises en compte, et les énergies plus polluantes vont venir ensuite en fait dans le modèle quand c'est nécessaire. Je ne sais pas si ça répond bien. Ouais. Oui, alors vous avez presque répondu à la question. J'avais une question. Bonjour. Sur en fait les carburants, il y a la biomasse, il y a du gaz et il y a autre chose. Il y a du fuel ou c'est juste le biomasse et gaz? Alors jusqu'à l'année dernière, il y avait du charbon aussi. On est quand même à Metz. Mais donc là, ils l'utilisent. Je crois qu'ils ont décidé qu'ils l'utiliseraient plus, et voilà. Donc ils font des efforts en tout cas pour verdir leur mix de production. Donc vous prenez en compte l'empreinte CO2. C'est pas uniquement l'aspect économique qui est au niveau de l'achat, l'utilisation du carburant. C'est également prenez en compte l'empreinte en CO2 du carburant qui va être utilisé.
Alors pas directement, c'est principalement économique dans le sens où le tarif de rachat va être beaucoup plus intéressant. C'est des contrats liés aux cogénérations où pour le fait de faire de la cogénération, ils vont avoir un tarif de rachat plus intéressant. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres villes que Metz qui ont des installations similaires et avec lesquelles vous partagez les modèles? Est-ce que vous, en fait, vous envisagez de déployer ça sur d'autres sites ou d'autres villes? Donc ce logiciel, on l'utilise sur plusieurs sites. On a d'autres projets actuellement, mais c'est vrai que pour les cogénérations, c'est des choses qu'on recherche. En tout cas, mais c'était la principale installation sur laquelle on a travaillé de cogénération. Si vous avez des idées, typiquement, on est sur le stand juste à côté, et évidemment, ça nous intéresse. Merci pour ces questions, merci pour cette présentation très intéressante. Donc on le rappelle, Artelis est sponsor du congrès. Merci encore de votre soutien.